Salut, tu es sur Dérive douce. Je vais te parler du cerveau dans le bocal. Cette vieille expérience de pensée qui te met face à une question vertigineuse. Tu ne peux jamais prouver que le monde extérieur existe vraiment. Tout ce que tu vois, touches, entends pourrait être une illusion parfaite injectée directement dans ton cerveau. Ce scénario semble abstrait, lointain, réservé aux philosophes qui s'ennuient. Pourtant, il révèle quelque chose de fondamental sur la manière dont tu construis la certitude, sur les limites de la raison et sur ce que signifie faire confiance à une réalité que tu ne pourras jamais vérifier de l'extérieur. Écris-moi en commentaire quelle heure il est chez toi ou comment s'est passée ta journée. Les commentaires ici rassemblent des gens agréables et profonds et j'aime vraiment les lire. Si le projet Dérive douce te plaît, tu peux cliquer sur le lien en description pour le soutenir. Imagine que ton cerveau flotte dans un liquide nutritif, branché à des électrodes qui envoient des signaux électriques parfaitement coordonnés. Ces signaux créent l'illusion d'un corps, d'une chambre, d'une ville, de conversations, de souvenirs. Tu te crois en train de marcher dans la rue, de boire un café, de lire ces mots. En réalité, tu es une masse de neurones dans un récipient de verre, quelque part dans un laboratoire. Comment prouverais-tu que ce scénario est faux? Toute preuve que tu mobiliserais, la solidité de la table sous ta main, la chaleur du soleil, le goût du pain, repose sur des perceptions sensorielles. Si ces perceptions sont simulées, alors ta preuve s'effondre. Tu es enfermé dans un cercle. Pour vérifier la réalité, tu dois utiliser les outils que cette réalité te fournit. Si les outils sont truqués, la vérification devient impossible. Ce piège logique porte un nom, la circularité épistémique. Tu ne peux sortir de ton propre système de perception pour l'examiner de l'extérieur. Chaque fois que tu essaies de valider une expérience, tu en appelles à une autre expérience. Tu touches le mur pour vérifier qu'il est solide. Mais cette solidité est elle-même une sensation que le bocal pourrait générer. Tu demandes à quelqu'un d'autre de confirmer ce que tu vois. Mais cette personne pourrait être une construction de la même simulation. Même la cohérence du monde, le fait que les objets restent en place, que les lois physiques semblent stables, ne prouve rien. Une simulation bien programmée produirait exactement cette cohérence. L'hypothèse du bocal est inattaquable par la logique ordinaire. Elle n'est pas réfutable parce qu'elle englobe d'avance toute tentative de réfutation. La force de ce scénario tient à sa simplicité. Il ne demande aucune technologie exotique, aucun univers parallèle, juste un cerveau, un bocal, des électrodes et une source de signaux. Le philosophe Hilary Putnam a formulé cette expérience en 1981 pour explorer les limites du scepticisme radical. Pourtant, l'idée elle-même est bien plus ancienne. René Descartes, au XVIIe siècle, avait imaginé un malin génie, une entité toute puissante qui te tromperait sur tout, les objets, les nombres, la géométrie, ton propre corps. Descartes cherchait un fondement absolument certain pour la connaissance. Il a douté de tout, y compris de la réalité physique. Ce qui restait, selon lui, c'était le fait même de douter. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Même si un démon me trompe, il faut que j'existe pour être trompé. Cette certitude minimale, l'existence de la pensée, devient le point d'appui à partir duquel reconstruire le savoir. Sauf que Descartes ne s'arrête pas là. Pour sortir du doute, il fait intervenir Dieu. Un Dieu bon, qui ne nous tromperait pas systématiquement, garantit que nos perceptions, lorsqu'elles sont claires et distinctes, correspondent à quelque chose de réel. Retire cette garantie divine et tu te retrouves face au gouffre. Aucun pont entre ta pensée et le monde extérieur. Aucune justification pour croire que tes sens te disent vrai. Le cogito te donne ton existence intérieure, mais il ne te donne rien d'autre. Tu pourrais être seul, enfermé dans une bulle de conscience sans objet extérieur, sans autrui, sans matière. Le cerveau dans le bocal est le cogito sans Dieu, la certitude du sujet pensant, et après, le vide. Toute preuve que tu pourrais mobiliser repose sur une chaîne de perception. Tu vois un arbre par la fenêtre. Comment sais-tu qu'il est réel? Tu peux t'approcher, toucher l'écorce, sentir sa rugosité sous tes doigts.
Tu peux frapper le tronc, entendre le bruit sourd du bois. Tu peux demander à quelqu'un d'autre de confirmer qu'il voit le même arbre. Chaque étape de cette vérification semble renforcer la certitude, sauf que chaque étape repose elle-même sur des données sensorielles. La rugosité est un signal tactile. Le bruit est un signal auditif. La confirmation de l'autre personne est un signal visuel et auditif combiné. Si ton cerveau flotte dans un bocal, tous ces signaux peuvent être générés par les électrodes. La chaîne de vérification ne sort jamais du système de perception. Elle tourne en boucle sur elle-même. Ce problème porte un nom en philosophie. On parle de circularité épistémique. Épistémique vient du grec épistémé, qui signifie connaissance. La circularité désigne le fait que pour justifier une croyance, tu dois t'appuyer sur d'autres croyances, qui elles-mêmes demandent justification. Appliqué au monde extérieur, cela signifie que tu ne peux prouver l'existence de ce monde qu'en utilisant les moyens que ce monde te fournit. Tes sens te disent que le monde existe. Tes instruments de mesure confirment les données de tes sens. Tes souvenirs te disent que ce monde était là hier et avant-hier. Mais si tout cela est simulé, alors chaque maillon de la chaîne est suspect. Tu ne disposes d'aucun point de vue extérieur, d'aucune position depuis laquelle vérifier l'ensemble. Tu es enfermé dans ton propre système de croyances. Certains philosophes ont tenté de briser ce cercle en invoquant la cohérence. Si le monde est stable, si les objets obéissent à des lois régulières, si tes souvenirs concordent avec tes perceptions présentes, alors il est raisonnable de croire que ce monde existe réellement. Une simulation aussi parfaite serait incroyablement complexe. Pourquoi un scientifique ou un démon se donnerait-il tant de mal pour te tromper? Cette objection semble solide. Pourtant, elle ne brise pas la circularité. Elle déplace simplement le critère de vérité. Au lieu de dire que le monde est réel parce que tu le perçois, tu dis qu'il est réel parce qu'il est cohérent. Sauf que la cohérence elle-même est une propriété que tu perçois. Tu n'as accès à la cohérence que par tes sens et ta mémoire. Si ces derniers sont truqués, la cohérence apparente ne prouve rien. Une simulation bien programmée produirait exactement le type de cohérence que tu observes. Tu restes enfermé dans le cercle. Le philosophe Hilary Putnam, qui a formulé l'expérience du cerveau dans le bocal en 1981, a tenté de montrer que l'hypothèse était en réalité auto-réfutante. Son argument repose sur la théorie de la référence. Pour que le mot « arbre » désigne un arbre réel, il faut que tu aies été en contact causal avec des arbres réels. Si tu es un cerveau dans un bocal depuis toujours, alors quand tu penses « arbre », tu ne peux référer qu'aux arbres simulés de ton expérience. Le mot « arbre » dans ta pensée ne désigne pas les arbres réels du monde extérieur au bocal, puisque tu n'as jamais été en contact avec eux. Donc, quand tu formules l'hypothèse « je suis un cerveau dans un bocal », cette hypothèse ne peut référer qu'à un bocal simulé, à l'intérieur de ton expérience. L'hypothèse devient auto-annulante. Si elle est vraie, tu ne peux pas la formuler correctement. Cet argument est ingénieux. Il a convaincu certains philosophes. D'autres le trouvent trop rapide. Même si le mot « arbre » dans ta pensée ne désigne que des arbres simulés, cela n'empêche pas qu'il existe des arbres réels ailleurs, hors de ta portée. L'argument de Putnam joue sur la sémantique, sur le sens des mots, pour dissoudre le problème. Sauf que le problème du cerveau dans le bocal ne porte pas vraiment sur le sens des mots. Il porte sur l'accès à la réalité.
Même si tu ne peux pas formuler correctement l'hypothèse, tu peux ressentir le vertige qu'elle provoque. Tu peux comprendre que tes perceptions pourraient être entièrement générées de l'intérieur, sans référence à un monde extérieur. Reformuler le problème en termes de référence linguistique ne supprime pas ce vertige. Il le contourne. La circularité épistémique touche tous les domaines de la connaissance. Même les sciences les plus rigoureuses reposent sur des observations. Tu mesures la vitesse de la lumière avec des instruments. Ces instruments sont construits selon des théories physiques. Ces théories sont validées par des expériences. Ces expériences utilisent d'autres instruments. À chaque étape, tu fais confiance aux données sensorielles et aux outils que tu as construits. Si ton cerveau est dans un bocal, alors tous les instruments, toutes les expériences, toutes les théories pourraient être des artefacts de la simulation. La science ne peut pas sortir de ce cercle par ses propres moyens. Elle présuppose que les perceptions sont globalement fiables. Elle présuppose que les régularités observées correspondent à des lois objectives. Ces présuppositions sont raisonnables, utiles, fécondes. Elles ne sont pas démontrables de manière absolue. Ce piège logique ne date pas d'hier. René Descartes, au XVIIe siècle, avait déjà imaginé un malin génie, une entité toute puissante qui te tromperait sur tout. Descartes cherchait un point de certitude absolue. Il a douté de tout ce qui pouvait être remis en question. Les sens sont parfois trompeurs. Les rêves ressemblent à la réalité. Même les vérités mathématiques pourraient être fausses si un démon les manipulait dans ton esprit. Après avoir tout balayé, il restait une certitude irréductible. Pour être trompé, il faut exister. Le doute lui-même prouve l'existence du sujet qui doute. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Cette formule célèbre est devenue le fondement de la philosophie moderne. Sauf que ce fondement est étroit. Il garantit ton existence intérieure, la réalité de ta pensée. Il ne garantit rien d'autre. Ni le monde extérieur, ni ton corps, ni les autres esprits. Descartes ne s'est pas contenté de cette certitude minimale. Il a reconstruit le reste de la connaissance en faisant intervenir Dieu. Un Dieu bon, parfait, qui ne te tromperait pas systématiquement. Si tes perceptions sont claires et distinctes, alors Dieu garantit qu'elles correspondent à quelque chose de réel. Cette garantie divine permet de sortir du doute radical. Sauf que retire Dieu et tout s'effondre. Sans cette garantie transcendante, tu n'as aucun pont entre ta pensée et le monde. Le cogito te donne ton existence intérieure. Il ne te donne pas de raison de croire que le monde extérieur existe. Le cerveau dans le bocal est exactement ce qui reste quand tu conserves le doute cartésien sans la solution cartésienne. Tu es seul avec ta pensée, enfermé dans un système de perception que tu ne peux valider de l'extérieur. Descartes pose le doute radical, pousse la raison jusqu'au bord du gouffre, puis recule en tendant la main vers Dieu. Retire cette main divine et le gouffre reste béant. Aucune certitude extérieure ne tient. Le cogito te donne l'existence de ta pensée, rien de plus. Tu penses, donc tu es. Mais ce que tu es reste indéterminé. Un esprit sans corps, un cerveau flottant dans un liquide, une subroutine dans un programme. Le doute cartésien, privé de sa résolution théologique, devient une cage dont tu ne peux sortir. Теги расставлены с сохранением исходного текста. Использованы только разрешенные теги.
Le problème tient à la nature même du critère que Descartes invoque. Il cherche des perceptions claires et distinctes, des idées dont l'évidence s'impose à l'esprit avec une force irrésistible. L'idée de Dieu, selon lui, possède cette clarté. Parce que tu es fini et imparfait, tu ne peux avoir produit toi-même l'idée d'un être infini et parfait. Cette idée doit provenir de Dieu lui-même. Donc Dieu existe. Et parce qu'il est bon, il ne te trompe pas. Tes perceptions claires et distinctes correspondent à la réalité. Ce raisonnement repose entièrement sur une intuition, l'évidence subjective de l'idée de Dieu. Sauf que l'évidence subjective, tu le sais bien, peut être trompeuse. Tu as déjà ressenti une certitude écrasante qui s'est révélée fausse, un souvenir qui semblait cristallin et qui était déformé, une conviction morale qui te paraissait absolue et que tu as abandonnée plus tard. Si le malin génie existe, il peut simuler l'évidence. Il peut injecter dans ton esprit la sensation irrésistible que quelque chose est vrai alors que c'est faux. Le critère de clarté et de distinction ne peut pas garantir la vérité parce qu'il est lui-même intérieur à ta conscience. La solution cartésienne repose donc sur une pétition de principe. Pour prouver que Dieu existe, Descartes utilise le critère de clarté. Pour garantir que ce critère est fiable, il invoque Dieu. Le cercle est évident. Les philosophes l'ont appelé le cercle cartésien. Descartes lui-même l'a senti. Il a tenté de le rompre en affirmant que la véracité divine est immédiatement évidente, antérieure à toute démonstration. Sauf que cette affirmation ne fait que déplacer le problème. Si tu peux connaître la véracité divine sans démonstration, pourquoi ne pourrais-tu pas connaître l'existence du monde extérieur de la même manière? Pourquoi passer par Dieu? Parce que le monde extérieur te trompe parfois, alors que Dieu, par définition, ne trompe jamais. Sauf que cette définition de Dieu est elle-même une construction de ta pensée. Tu n'as pas accès à Dieu en dehors de l'idée que tu en as. Là encore, tu restes enfermé dans ton propre système mental. Retire Dieu de l'équation et il reste un vide vertigineux. Tu as le cogito, cette certitude minimale que tu existes en tant qu'être pensant. Tu as aussi une multitude de perceptions, de souvenirs, de raisonnements. Aucun de ces contenus mentaux ne peut être validé de l'extérieur. Tu ne peux sortir de ta tête pour vérifier que tes pensées correspondent à quelque chose. Même les vérités mathématiques, qui semblent indépendantes de l'expérience, se déroulent dans ton esprit. 2 plus 2 égale 4. Cette proposition te paraît nécessaire, incontournable. Pourtant, si un démon manipulait les opérations de ton esprit, tu pourrais ressentir cette même nécessité pour une proposition fausse. La nécessité logique est une sensation mentale. Elle ne garantit pas une vérité transcendante. Tu n'as accès qu'à ce qui se passe dans ta conscience. Tout le reste est inférence, projection, acte de foi. Les conséquences de ce gouffre sont immenses. Si tu ne peux pas prouver que le monde extérieur existe, alors toute la structure de la connaissance repose sur des fondations fragiles. La physique décrit des régularités observables, mais elle ne peut pas garantir que ces régularités existent indépendamment de l'observateur. L'histoire rapporte des événements passés, mais elle ne peut pas prouver que ces événements ont eu lieu en dehors de tes souvenirs et des documents que tu consultes. Même la logique, qui semble universelle et objective, se déploie dans des esprits finis qui pourraient être systématiquement trompés. Chaque discipline présuppose que ces objets d'étude existent réellement. Aucune ne peut démontrer cette présupposition sans circularité. Vivre dans ce gouffre est invivable.
Tu ne peux fonctionner au quotidien en doutant constamment de tout. Tu traites le sol comme solide, les autres comme réels, les objets comme stables. Cette confiance opérationnelle est nécessaire pour agir, sauf qu'elle n'est pas justifiée par la raison pure. Elle relève d'un choix pragmatique, d'une nécessité psychologique. David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle, a montré que même la causalité, ce principe fondamental de notre compréhension du monde, ne peut pas être démontré. Tu observes que le feu brûle, que les pierres tombent, que le jour succède à la nuit. Mais l'observation de régularités passées ne prouve pas qu'elles se reproduiront demain. L'induction, ce mouvement de pensée qui va du particulier au général, repose sur une habitude mentale, pas sur une nécessité logique. Hume en conclut que la raison seule ne peut fonder la connaissance. Ce sont les passions, les habitudes, les instincts qui nous poussent à croire au monde extérieur et à ses lois. La croyance précède la justification. Le gouffre ouvert par Descartes révèle une limite structurelle de la raison. Tu ne peux utiliser la raison pour prouver la fiabilité de la raison elle-même sans circularité. Tu ne peux utiliser tes sens pour prouver la fiabilité de tes sens. Tu ne peux utiliser ta mémoire pour prouver que ta mémoire est exacte. Chaque faculté cognitive présuppose sa propre validité. Cette présupposition est inévitable. Elle ne peut être fondée en raison. La certitude absolue est hors de portée. Ce qui reste, ce sont des degrés de confiance, des cohérences locales, des paris pratiques. Tu paries que le monde existe parce que ce pari te permet de vivre. Tu paries que les autres ont des esprits parce que ce pari te permet de coopérer. Ces paris ne sont pas absurdes. Ils sont féconds, utiles, ajustés à l'expérience. Ils ne sont pas démontrables. Le gouffre cartésien, privé de Dieu, devient une frontière infranchissable. De l'autre, la pensée certaine de sa propre existence. Un monde extérieur qui reste à jamais hypothétique. Tu peux multiplier les observations, affiner les théories, construire des instruments de plus en plus précis. Tu ne franchiras jamais cette frontière. Chaque observation reste intérieure à ta conscience. Chaque théorie est une construction mentale. Chaque instrument produit des données que tu interprètes avec ton esprit. Le monde extérieur, s'il existe, reste au-delà de toute prise directe. Tu n'as accès qu'à ses effets présumés sur ta conscience. L'existence de ce monde devient une hypothèse métaphysique, aussi indémontrable que l'existence de Dieu. La science prétend décrire le monde tel qu'il est, indépendamment de nos désirs et de nos illusions. Elle mesure, calcule, prédit. Elle construit des théories qui s'imposent par leur cohérence interne et leur capacité à anticiper les phénomènes. Cette prétention à l'objectivité repose sur une méthode: observer, formuler des hypothèses, tester ces hypothèses par l'expérience, réviser ou confirmer. La démarche scientifique se veut rigoureuse, publique, reproductible. Elle échappe aux biais individuels en soumettant chaque affirmation au verdict de l'expérience collective. Les instruments de mesure amplifient nos sens, corrigent nos erreurs perceptives, révèlent des phénomènes invisibles à l'œil nu. Le microscope te montre des cellules, le télescope te montre des galaxies. Le spectromètre décompose la lumière en longueurs d'onde. Chaque instrument étend ta perception au-delà de ses limites naturelles. Sauf que tous ces instruments, sans exception, finissent par produire des données que tu dois percevoir. Un chiffre sur un écran, une image sur une plaque photographique, un son dans un haut-parleur. La chaîne de médiation technologique ne sort jamais du domaine de la perception. Elle le complexifie, le raffine, mais ne le transcende pas.
Chaque instrument scientifique est construit selon des théories physiques. Le microscope optique repose sur la réfraction de la lumière. Le télescope repose sur les lois de l'optique géométrique. Le spectromètre repose sur la décomposition spectrale des ondes électromagnétiques. Ces théories elles-mêmes ont été élaborées à partir d'expériences antérieures, qui utilisaient d'autres instruments, qui reposaient sur d'autres théories. La science construit un réseau de connaissances mutuellement validées. Chaque nœud du réseau s'appuie sur d'autres nœuds. L'ensemble se tient par cohérence interne. Sauf que cette cohérence, tu l'aperçois avec ton esprit. Si ton cerveau reçoit des signaux simulés, alors toute la cohérence du réseau scientifique pourrait être une illusion parfaitement orchestrée. Les instruments simulés produiraient des données simulées, qui confirmeraient des théories simulées, qui justifieraient la construction d'instruments simulés plus sophistiqués. Le cercle ne se brise jamais. Prends la constante de la vitesse de la lumière. Les physiciens la mesurent avec une précision extraordinaire. Ils utilisent des lasers, des miroirs, des détecteurs ultra rapides, des horloges atomiques. Toutes ces technologies reposent sur des décennies de recherche en optique, en mécanique quantique, en électromagnétisme. Les résultats convergent. La vitesse de la lumière dans le vide est toujours la même, environ 300 000 km par seconde. Cette constance est un pilier de la relativité restreinte. Elle structure notre compréhension de l'espace et du temps. Sauf que chaque mesure de cette constante passe par des instruments qui traduisent des phénomènes physiques en signaux perceptibles. Un photon frappe un détecteur qui génère un courant électrique qui produit un chiffre sur un écran. Toi, tu lis ce chiffre. Si l'ensemble de cette chaîne est simulé, alors la constance de la vitesse de la lumière est une régularité interne à la simulation. Elle ne te dit rien sur le monde extérieur au bocal. La science ne peut pas sortir de ce cercle par ses propres moyens. Elle présuppose que les perceptions sont globalement fiables, que les régularités observées correspondent à des lois objectives, que les instruments fonctionnent conformément aux théories qui les décrivent. Ces présuppositions sont raisonnables. Elles permettent de construire des avions qui volent, des ponts qui tiennent, des vaccins qui protègent. L'efficacité pratique de la science est indéniable, sauf que l'efficacité pratique n'est pas une preuve métaphysique. Une simulation peut être pragmatiquement efficace sans être ontologiquement vraie. Si les lois internes de la simulation sont cohérentes, alors les avions simulés volent, les ponts simulés tiennent, les vaccins simulés protègent. Tu ne peux pas distinguer les deux cas de l'intérieur. Certains philosophes des sciences ont tenté de contourner le problème en abandonnant toute prétention métaphysique. Karl Popper, au XXe siècle, a proposé que la science ne cherche pas la vérité absolue, mais seulement des théories réfutables. Une théorie scientifique est bonne si elle peut être testée et potentiellement falsifiée par l'expérience. La science avance par élimination des erreurs. Ce critère pragmatique évite la question de savoir si les théories correspondent à une réalité extérieure. Il suffit qu'elles soient cohérentes et testables. Sauf que le test lui-même repose sur des perceptions. Une expérience qui réfute une théorie produit des observations incompatibles avec les prédictions de cette théorie. Mais si toutes tes observations sont simulées, alors la réfutation elle-même est simulée. Tu élimines des théories simulées au profit d'autres théories simulées. Le critère de falsifiabilité ne sort pas du cercle épistémique. Il le rend plus opérationnel, plus modeste, mais il ne le brise pas. Thomas Kuhn a montré que la science ne progresse pas par accumulation linéaire de connaissances, mais par révolution paradigmatique. Un paradigme est un ensemble de présupposés théoriques, de méthodes, de standards de preuve partagés par une communauté scientifique. Pendant les périodes de sciences normales,
Les chercheurs résolvent des énigmes à l'intérieur du paradigme. Quand les anomalies s'accumulent, une crise éclate et un nouveau paradigme remplace l'ancien. La mécanique newtonienne a été remplacée par la relativité et la mécanique quantique. Chaque révolution change la manière dont tu perçois le monde. Les objets qui semblaient solides et déterminés deviennent probabilistes et ondulatoires. Sauf que chaque paradigme, aussi révolutionnaire soit-il, reste une interprétation de données perceptives. Il organise l'expérience. Il ne te donne pas accès à une réalité transcendant toute expérience. Le passage d'un paradigme à un autre ne te rapproche pas d'une vérité absolue. Il te donne une nouvelle grille pour structurer les mêmes perceptions. La limite devient encore plus évidente quand tu considères les instruments qui étendent tes sens. Le télescope spatial Hubble capte des photons émis par des galaxies lointaines il y a des millions d'années. Ces photons traversent l'espace, entrent dans le télescope, frappent des capteurs, génèrent des données numériques qui sont transmises à la Terre, décodées, transformées en images. Toi, tu regardes ces images sur un écran. Elles te montrent des structures spirales, des nuages de gaz colorés, des étoiles naissantes. Tu infères l'existence de galaxies réelles situées à des milliards d'années-lumière. Sauf que cette inférence repose entièrement sur une chaîne de médiation technique et perceptive. Si ton cerveau est dans un bocal, alors les photons n'existent pas, le télescope n'existe pas, les galaxies n'existent pas. Les images que tu vois sont des artefacts de la simulation, conçus pour te donner l'impression que l'univers est vaste et ancien. La simulation peut être aussi détaillée que nécessaire. Elle peut inclure des décalages vers le rouge, des lentilles gravitationnelles, des supernovées. Chaque détail renforce la cohérence interne. Aucun ne prouve l'existence d'un univers extérieur. Le problème touche aussi les sciences qui étudient des objets abstraits. Les mathématiques semblent échapper au doute radical. 2 + 2 = 4, que tu sois dans un bocal ou non. Les théorèmes mathématiques sont démontrés par déduction logique, indépendamment de l'expérience sensible. Sauf que les opérations logiques se déroulent dans ton esprit. Tu perçois la nécessité d'une conclusion à partir de certaines prémices. Cette nécessité est une sensation mentale. Si un programme simule ton esprit, il peut simuler cette sensation de nécessité. Tu ressentirais la même contrainte logique pour des propositions fausses dans un système axiomatique truqué. Les mathématiques ne te donnent pas accès à une vérité indépendante de ta cognition. Elles te donnent accès à la structure de ta pensée, qui pourrait elle-même être programmée. Où cela mène-t-il ? La science reste l'outil le plus puissant que tu possèdes pour organiser l'expérience, anticiper les phénomènes, manipuler l'environnement. Elle ne peut pas te sortir du cercle épistémique. Elle ne peut pas te prouver que le monde extérieur existe. Elle présuppose l'existence de ce monde. Elle construit des modèles de plus en plus précis. Elle teste ces modèles contre l'expérience. Chaque étape reste intérieure à ton système de perception. L'objectivité scientifique est une objectivité intersubjective, partagée entre des esprits qui se font mutuellement confiance. Elle n'est pas une objectivité absolue, indépendante de tout sujet. Retire les sujets et il ne reste rien à mesurer, rien à observer, rien à théoriser. La science décrit le monde tel qu'il apparaît à des observateurs équipés de certains instruments. Elle ne peut pas décrire le monde tel qu'il serait en l'absence de tout observateur, parce qu'une telle description resterait formulée dans les termes d'un observateur hypothétique. Accepter cette limite ne détruit pas la science. Cela la rend plus modeste, plus consciente de ses présuppositions. La connaissance scientifique reste la forme de savoir la plus rigoureuse, la plus collective, la plus ajustée à l'expérience. Elle ne te donne pas de certitude métaphysique, elle te donne des paris bien informés, des modèles cohérents, des prédictions fiables. Vivre avec cette incertitude fondamentale change la manière dont tu penses l'autorité scientifique. Tu ne peux plus invoquer la science comme un tribunal neutre
qui trancherait entre le réel et l'illusoire. La science elle-même repose sur des actes de confiance. Confiance dans les sens, dans les instruments, dans les communautés de chercheurs, dans la stabilité des lois naturelles. Ces actes de confiance sont raisonnables. Ils ne sont pas démontrables. Tu traverses la rue sans vérifier la composition moléculaire de l'asphalte. Cela la rend plus modeste, plus consciente de ses présuppositions. Tu poses ta tasse sur la table sans calculer la résistance des matériaux. Tu respires sans t'assurer que l'air existe vraiment. Chaque geste quotidien présuppose que le monde est là, stable, cohérent, réel. Cette confiance opérationnelle n'est pas le résultat d'un raisonnement. Tu ne te lèves pas le matin en te disant « J'ai examiné les preuves et je conclus provisoirement que mon appartement existe ». Tu agis comme si le monde était réel, parce que ne pas agir ainsi est impossible. Le doute absolu, celui qui mettrait en suspens chaque certitude perceptive, est cognitivement intenable. Personne ne peut le maintenir plus de quelques secondes. Même Descartes, après avoir douté de tout, devait manger, dormir, écrire. Il présupposait l'existence de son corps, de sa plume, de son papier. Le doute radical est une posture philosophique, pas un mode de vie. Cette impossibilité cognitive révèle quelque chose de fondamental sur la structure de ton esprit. Tu es configuré pour traiter les perceptions comme des informations fiables par défaut. Le scepticisme demande un effort. La confiance est automatique. Quand tu vois une chaise, tu ne te demandes pas si elle existe vraiment. Tu t'assois. Quand quelqu'un te parle, tu ne te demandes pas si cette personne est un zombie philosophique dépourvu de conscience. Tu réponds. Ces automatismes sont profondément ancrés. Ils ont été sélectionnés par l'évolution parce qu'ils permettent de survivre. Un ancêtre préhistorique qui aurait douté de l'existence du prédateur devant lui n'aurait pas transmis ses gènes. La confiance épistémique n'est pas un luxe intellectuel. C'est une nécessité biologique. Sauf que cette nécessité biologique ne constitue pas une preuve logique. Le fait que tu sois contraint de croire au monde extérieur pour fonctionner ne démontre pas que ce monde existe. Cela montre seulement que ton système cognitif est ainsi fait. Si ton cerveau est dans un bocal, alors cette contrainte cognitive a été programmée dans la simulation. Le bocal te force à croire au monde extérieur en rendant le doute invivable. L'impossibilité psychologique du doute devient elle-même un élément de la simulation. Toi, tu prends cette impossibilité pour une preuve. Le bocal anticipe cette réaction. Il te laisse croire que ta confiance spontanée est un indice de réalité, alors qu'elle n'est qu'une contrainte interne. Prenons une journée ordinaire. Tu te réveilles, tu sens la fatigue dans tes muscles, tu vois la lumière filtrer à travers les rideaux. Tu vas dans la cuisine, tu touches le métal froid de la poignée du réfrigérateur. Tu entends le bruit du moteur. Chaque sensation s'intègre dans un ensemble cohérent. Les objets résistent quand tu les pousses. Les liquides coulent quand tu les verses. Les surfaces dures font mal quand tu les frappes. Cette cohérence multisensorielle renforce ta conviction que le monde est réel. Sauf que la cohérence n'est pas une preuve d'existence. Un rêve peut être parfaitement cohérent pendant que tu le vis. Tu ne remarques ces incohérences qu'au réveil, quand tu le compares à une autre expérience que tu considères comme plus réelle. Mais à l'intérieur du rêve, tout se tient. Les objets ont du poids, les actions ont des conséquences. Les autres personnages réagissent de manière plausible. Si la simulation du bocal est suffisamment sophistiquée, elle peut maintenir cette cohérence indéfiniment. Tu ne te réveilleras jamais, parce qu'il n'y a pas de niveau supérieur de réalité auquel comparer ton expérience. Le doute radical devient encore plus difficile à maintenir quand tu considères la douleur. Tu te cognes l'orteil contre meuble. La douleur est immédiate, intense, indéniable.
Elle capte toute ton attention. Tu ne peux pas la mettre entre parenthèses, comme tu peux mettre entre parenthèses une croyance abstraite. La douleur s'impose. Elle te fait plier, crier, chercher à l'éviter. Cette immédiateté sensorielle semble être la preuve la plus forte que le monde est réel. Comment pourrais-tu douter de l'existence du meuble alors que ton orteil te fait si mal? Sauf que la douleur, comme toute sensation, est un état mental et se produit dans ton cerveau. Si ton cerveau est stimulé électriquement pour produire cette sensation, alors tu ressentiras la même douleur sans qu'aucun meuble n'existe. La vivacité de l'expérience ne garantit pas son origine externe. Elle te dit seulement que quelque chose se passe dans ta conscience. Ce quelque chose pourrait être causé par un objet physique ou par un signal simulé. Tu ne peux pas distinguer les deux de l'intérieur. Les philosophes pragmatistes du XXe siècle ont tenté de contourner le problème en redéfinissant la vérité. William James a proposé que les croyances vraies sont celles qui fonctionnent, qui te permettent de naviguer efficacement dans le monde. Une croyance est vraie si elle produit des conséquences utiles, si elle te guide vers des expériences satisfaisantes. Selon ce critère, croire que le monde extérieur existe est vrai, parce que cette croyance te permet de vivre. Tu manges parce que tu crois que la nourriture existe et qu'elle va te nourrir. Ça marche, donc c'est vrai. Cette redéfinition évite le gouffre métaphysique en ancrant la vérité dans l'expérience vécue. Sauf qu'elle ne résout pas le problème du bocal. Si la simulation est cohérente, alors les croyances qui fonctionnent à l'intérieur de la simulation sont vraies, au sens pragmatiste, même si le monde extérieur n'existe pas. Le pragmatisme te donne un critère de vérité opérationnel. Il ne te dit pas si tu vis dans une réalité fondamentale ou dans une illusion bien construite. Cette limite touche toutes les tentatives de sortir du cercle par l'efficacité pratique. Tu peux dire « les avions volent, donc les lois de l'aérodynamique sont vraies, donc le monde physique existe ». Sauf que dans une simulation, les avions simulés volent selon des lois aérodynamiques simulées. Le fait que les lois fonctionnent ne prouve pas qu'elles décrivent une réalité indépendante de ta perception. Elles décrivent seulement les régularités internes de ton expérience. Ces régularités peuvent être causées par un monde physique réel ou par un programme informatique suffisamment sophistiqué. L'efficacité ne te permet pas de trancher. Tu vis donc dans une tension permanente. D'un côté, une impossibilité cognitive. Tu ne peux pas fonctionner en doutant constamment. De l'autre, une impossibilité logique. Tu ne peux pas prouver que le monde existe. Cette tension est irréductible. Aucune expérience future ne pourra la résoudre, parce que toute expérience future sera elle-même une donnée de conscience, et donc sujette au même doute. Le doute radical n'est pas un problème que tu pourrais résoudre en cherchant plus d'informations. C'est une limite structurelle de ta situation épistémique. Tu es un être conscient qui n'a accès qu'à ses propres états mentaux. Tout ce qui dépasse ces états reste à jamais hypothétique. Accepter cette tension change la manière dont tu penses la certitude. Tu ne peux plus exiger de preuves absolues avant d'agir. Tu agis sur la base de confessionnals raisonnables, de paris informés, de cohérence locale. Ces paris ne sont pas arbitraires. Ils sont contraints par l'expérience passée, ajustés par l'erreur, affinés par la comparaison avec les autres. Sauf qu'ils restent des paris. Tu paries que le sol tiendra quand tu poseras le pied. Ce pari est extrêmement fiable. Il a fonctionné des milliards de fois. Il n'est pas certain. Un jour, peut-être, le sol cédera. Ou peut-être découvriras-tu que le sol n'a jamais existé, que tu n'as jamais marché, que tout était signal. Cette possibilité reste ouverte. Tu vis avec elle.
Tu n'as pas le choix. Le solipsisme affirme que seul ton esprit existe avec certitude. Tout le reste, les objets, les autres personnes, l'univers entier, pourrait être une projection de ta conscience. Cette position philosophique n'est pas réfutable par la logique. Aucun argument ne peut démontrer de manière définitive qu'un monde extérieur à ton esprit existe indépendamment de toi. Tu peux invoquer la stabilité des perceptions, la résistance des objets, le témoignage des autres. Chacune de ces preuves présuppose déjà l'existence de ce que tu cherches à prouver. Si seul ton esprit existe, alors la stabilité, la résistance, les témoignages sont des contenus mentaux que tu génères toi-même. Le solipsisme ferme le cercle parfaitement. Il transforme la question métaphysique en impasse logique. Pourquoi cette impasse est-elle catastrophique sur le plan éthique? Parce que si seul toi existe, alors autrui n'a aucune réalité propre. Les autres personnes deviennent des figures dans ton rêve. Elles n'ont pas de conscience indépendante, pas de vie intérieure, pas de souffrance autonome. Quand quelqu'un pleure devant toi, ses larmes sont des événements dans ta perception. Elles ne signalent rien au-delà de ton expérience. Tu peux y réagir par empathie, mais cette empathie n'a pas d'objet réel. Elle s'adresse à une illusion que tu as toi-même créée. La distinction entre compassion et narcissisme s'effondre. Aimer quelqu'un devient une forme d'amour-propre déguisé. Blesser quelqu'un devient un acte sans victime réelle. Toute violence ne fait que remanier le contenu de ta propre conscience. Cette conséquence détruit la possibilité même de l'éthique. L'éthique repose sur la reconnaissance d'autrui comme sujet. Un sujet qui ressent, souffre, désire, indépendamment de toi. Cette reconnaissance ne peut pas être démontrée logiquement. Tu ne peux pas entrer dans la conscience d'autrui pour vérifier qu'elle existe. Tu infères sa subjectivité par analogie. Autrui se comporte comme toi, réagit comme toi, semble éprouver des états mentaux comparables aux tiens. Cette inférence analogique est tout ce dont tu disposes. Le solipsisme la rejette en montrant qu'elle n'est pas contraignante. Les comportements d'autrui pourraient être des automatismes sans conscience associée. Les cris pourraient être des sons produits par des mécanismes vides. Les regards pourraient être des mouvements d'organes oculaires dépourvus d'expérience subjective. Rien ne t'oblige logiquement à attribuer une intériorité à ces phénomènes. Emmanuel Levinas, philosophe lituanien du XXe siècle, a tenté de fonder l'éthique sur une expérience immédiate d'autrui. Selon lui, le visage de l'autre t'interpelle avant toute réflexion théorique. Il commande « Tu ne tueras point ». Ce commandement ne vient pas d'un raisonnement, il surgit de la rencontre elle-même. Le visage d'autrui impose une obligation qui précède toute preuve de son existence. Levinas cherche à contourner le problème solipsiste en ancrant l'éthique dans une expérience phénoménologique brute. Sauf que cette expérience reste une expérience de ta conscience. Si ton cerveau est dans un bocal, alors le visage que tu perçois, l'interpellation que tu ressens, le commandement qui semble surgir, sont des contenus simulés. Elle conserve toute son intensité subjective, mais elle perd son ancrage dans une altérité réelle. Tu es seul avec une injonction que tu as générée toi-même. Le solipsisme ne se contente pas de saper l'éthique interpersonnelle. Il détruit aussi toute notion de communauté épistémique. La science, comme nous l'avons vu, repose sur une validation intersubjective. Les chercheurs partagent leurs résultats, reproduisent les expériences des autres, corrigent mutuellement leurs erreurs. Ce processus collectif est censé garantir l'objectivité. Sauf que si les autres chercheurs n'existent pas vraiment, alors la validation intersubjective est une illusion. Toi seul valides tes propres croyances en te racontant qu'une communauté scientifique les a approuvées. Les revues à comité de lecture,
Les conférences internationales, les débats méthodologiques deviennent des spectacles que tu mets en scène pour toi-même. La science perd son caractère public. Elle redevient une activité solitaire, sans contrainte externe, sans critère de vérité au-delà de ta propre cohérence interne. Vivre en solipsiste cohérent signifierait traiter chaque interaction sociale comme une fiction. Quand quelqu'un te demande de l'aide, tu pourrais considérer cette demande comme un scénario que tu as écrit pour toi-même. Aider ou refuser deviennent des choix esthétiques, des variations sur le thème de ta propre expérience. Aucune conséquence réelle ne pèse sur autrui, puisque autrui n'existe pas indépendamment de toi. Cette attitude rend impossible toute responsabilité morale. La responsabilité présuppose que tes actions affectent des êtres qui ont une existence propre. Si ces êtres sont des projections mentales, alors tu es seul responsable devant toi-même. Tu deviens à la fois juge et accusé, victime et bourreau, sans tiers pour arbitrer. Pourtant, personne ne vit vraiment en solipsiste. Même les philosophes qui défendent cette position dans leurs écrits se comportent comme si les autres existaient. Ils enseignent, débattent, cherchent la reconnaissance de leurs pairs. Ils souffrent quand on les ignore, se réjouissent quand on les approuve. Ces réactions trahissent une confiance spontanée dans l'existence d'autrui. Cette confiance ne repose pas sur des preuves, elle précède toute argumentation. Tu ne décides pas de croire aux autres, tu y crois par défaut. Cette croyance par défaut est une condition de possibilité de la vie sociale, du langage, de la morale. Sans elle, tu serais enfermé dans une solitude absolue, incapable de communiquer, incapable de te reconnaître comme membre d'une communauté. Le solipsisme révèle donc une tension entre ce que tu peux prouver et ce dont tu as besoin pour vivre. Tu ne peux pas prouver que les autres existent. Tu ne peux pas vivre sans présupposer leur existence. Cette tension est structurelle. Elle ne disparaîtra pas avec plus d'informations ou de meilleures théories. Elle est inscrite dans ta situation d'être conscient qui n'a accès qu'à ses propres états mentaux. Chaque tentative de sortir de cette situation en cherchant une preuve de l'existence d'autrui te ramène au cercle épistémique. Les preuves sont des données de ta conscience. Elles ne peuvent pas garantir l'existence de quoi que ce soit au-delà de ta conscience. Accepter cette limite transforme la nature de l'engagement éthique. Tu ne peux plus fonder la morale sur une certitude métaphysique concernant l'existence des autres. Tu dois choisir de reconnaître autrui malgré l'absence de preuves contraignantes. Ce choix n'est pas arbitraire. Il est contraint par ton incapacité cognitive à vivre autrement, par ton besoin vital de relations sociales, par ton expérience répétée de l'altérité. Ces contraintes ne sont pas des preuves. Elles sont des raisons pratiques suffisamment puissantes pour rendre le solipsisme invivable. Tu paries sur l'existence d'autrui comme tu paries sur l'existence du monde extérieur. Ce pari structure toute ta vie morale. Il rend possible la compassion, la justice, la solidarité. Il reste un pari. Aucune expérience future ne le confirmera de manière définitive. Tu vivras toujours avec la possibilité théorique que tu es seul, enfermé dans un bocal, générant toi-même toutes les figures qui peuplent ton monde. Tu regardes quelqu'un sourire. Les muscles de son visage se contractent, les coins de sa bouche se relèvent, ses yeux se plissent légèrement. Tu interprètes ces signaux comme l'expression d'une joie intérieure. Cette interprétation repose sur une inférence. Puisque toi tu souris quand tu es joyeux, tu conclus que l'autre sourit pour la même raison. L'analogie te permet de passer du comportement observable à l'état mental inobservable. Sauf que cette analogie ne constitue jamais une preuve. Tu n'as accès qu'aux manifestations extérieures de la conscience d'autrui. Son intériorité reste à jamais opaque. Peut-être que derrière ce sourire, il n'y a rien.
Peut-être que les mouvements faciaux se produisent sans qu'aucune expérience subjective ne les accompagne. Tu infères la conscience par analogie avec ton propre cas, mais tu ne pourras jamais vérifier cette inférence de l'intérieur. Le problème des autres esprits désigne précisément cette impossibilité. Philosophes et cogniticiens appellent zombies philosophiques des entités qui se comportent exactement comme des êtres conscients sans posséder d'expérience subjective. Un zombie philosophique réagit à la douleur en criant, en retirant sa main, en montrant tous les signes de la souffrance. Pourtant, il ne ressent rien. L'intérieur est vide. Aucune lumière subjective n'éclaire ses états mentaux. Distinguer un zombie philosophique d'un être véritablement conscient est logiquement impossible de l'extérieur. Les deux produisent les mêmes comportements, les mêmes paroles, les mêmes réactions physiologiques. La différence se situe dans une dimension à laquelle tu n'as pas accès, l'expérience vécue de l'intérieur. Cette asymétrie épistémique est radicale. Toi, tu sais que tu es conscient. Tu as un accès direct et incorrigible à tes propres états mentaux. Quand tu as mal, tu ne peux pas te tromper sur le fait que tu ressens quelque chose. Tu peux te tromper sur la cause de la douleur, sur son emplacement exact, sur son intensité comparative. Tu ne peux pas te tromper sur le fait que l'expérience se produit. Cette certitude immédiate ne s'étend pas aux autres. Leur conscience reste hypothétique. Tu ne peux pas pénétrer leur subjectivité pour vérifier qu'elle existe. Toute ton information sur eux provient de l'observation externe, gestes, paroles, expressions faciales, réactions physiologiques. Ces données sont compatibles avec deux hypothèses concurrentes. Soit autrui possède une vie intérieure comparable à la tienne, soit il est un automate sophistiqué qui mime la conscience sans la posséder. Les neurosciences contemporaines n'ont pas résolu ce problème. Elles ont identifié des corrélats neuronaux de la conscience. Certaines zones cérébrales s'activent quand un sujet rapporte une expérience consciente. Ces découvertes permettent de prédire avec une certaine fiabilité quand quelqu'un est conscient ou inconscient, quand il rêve ou quand il perçoit. Sauf que corréler l'activité cérébrale avec les rapports verbaux ne prouve pas l'existence d'une expérience subjective. Les rapports verbaux sont eux-mêmes des comportements. Un zombie philosophique doté de l'architecture neuronale appropriée produirait les mêmes activations cérébrales et les mêmes déclarations sans rien ressentir. Les neurosciences étudient les mécanismes qui accompagnent la conscience. Elles ne capturent pas la conscience elle-même, ce que les philosophes appellent la qualité phénoménale, le fait qu'il y a quelque chose que ça fait d'être dans cet état. Thomas Nagel, philosophe américain, a illustré cette limite avec l'exemple de la chauve-souris. Une chauve-souris perçoit le monde par écholocation. Elle émet des ultrasons et analyse leurs échos pour se représenter l'espace. Tu peux étudier les mécanismes physiologiques de l'écholocation, cartographier les neurones impliqués, modéliser les traitements de l'information. Tu ne sauras jamais ce que ça fait d'être une chauve-souris, comment le monde lui apparaît de l'intérieur. Cette dimension subjective est constitutive de la conscience. Elle échappe à toute description en troisième personne. Si tu ne peux pas saisir l'expérience vécue d'une chauve-souris, alors que tu partages avec elle une architecture biologique commune, comment pourrais-tu vérifier l'existence de l'expérience vécue chez un autre humain? Tu présupposes cette existence, tu la tiens pour évidente, tu structures toute ta vie sociale autour d'elle. Cette présupposition reste invérifiable. Quand tu parles avec quelqu'un, tu ajustes constamment ton discours en fonction des réactions de l'autre. Un froncement de sourcils te fait ralentir, reformuler, expliciter. Un hochement de tête te confirme que tu es compris.
Ces ajustements présupposent que l'autre possède des états mentaux qui évoluent en fonction de tes paroles. Tu essaies d'atteindre sa conscience, de modifier ses croyances, de susciter des émotions. Toute communication repose sur cette hypothèse. Sauf que les mêmes ajustements fonctionneraient avec un robot conversationnel suffisamment avancé. Le robot détecterait ton hésitation, adapterait ses réponses, simulerait l'incompréhension quand nécessaire. L'interaction serait fluide, naturelle, convaincante. Pourtant, le robot ne comprendrait rien. Ses états internes seraient des calculs algorithmiques sans dimension subjective. La différence entre communiquer avec un être conscient et interagir avec un zombie philosophique ne se manifeste dans aucune observation externe. Cette indécidabilité affecte aussi ton rapport au monde animal. Ton chien gémit quand tu le laisses seul. Tu interprètes ce gémissement comme l'expression d'une détresse vécue. Tu attribues à ton chien une expérience de la solitude, du manque, peut-être même une forme d'angoisse. Cette attribution conditionne ton comportement éthique envers lui. Tu évites de le faire souffrir parce que tu crois qu'il ressent véritablement la souffrance. Sauf que tu n'as aucun accès direct à son intériorité. René Descartes considérait les animaux comme des machines dépourvues de conscience. Leurs cris étaient des sons mécaniques, comme le grincement d'une roue mal huilée. Cette position paraît cruelle aujourd'hui. Elle est logiquement cohérente. Aucune expérience ne peut la réfuter de manière définitive. Les comportements animaux sont compatibles avec l'hypothèse d'une conscience et avec l'hypothèse d'un automatisme complexe. Tu choisis la première parce qu'elle te semble plus plausible, plus respectueuse, plus conforme à ton intuition morale. Ce choix reste un pari. L'inférence analogique qui te fait attribuer la conscience à autrui repose sur une similarité observable. Plus l'autre te ressemble, plus tu es enclin à lui reconnaître une vie intérieure. Tu hésites moins à attribuer la conscience à un autre humain qu'à un chien, moins à un chien qu'à une mouche, moins à une mouche qu'à un arbre. Cette gradation reflète la proximité évolutive et la complexité comportementale. Sauf qu'elle ne repose sur aucun critère objectif permettant de dire où commence et où finit la conscience. Certains philosophes défendent le panpsychisme, l'idée que toute matière possède une forme rudimentaire de conscience. D'autres placent le seuil à l'apparition du langage, ou à la capacité de ressentir la douleur, ou à la présence d'un système nerveux central. Aucune de ces positions n'est démontrable. Elles traduisent des intuitions métaphysiques incompatibles entre elles. Tu vis avec cette incertitude. Tu accordes du poids moral à certains êtres en pariant sur leur conscience, tout en sachant que ce pari ne sera jamais confirmé. L'intelligence artificielle contemporaine rend cette question plus pressante. Les systèmes de traitement du langage produisent des réponses qui semblent témoigner d'une compréhension. Ils répondent à tes questions, ajustent leur ton, reformulent quand tu demandes des clarifications. Pourtant, ces systèmes ne sont que des calculs statistiques sur d'immenses bases de données textuelles. Aucune expérience subjective ne les accompagne. Du moins, c'est ce que tu présupposes. Comment peux-tu en être certain? Si un système suffisamment complexe produisait tous les comportements associés à la conscience, sur quelle base pourrais-tu lui refuser le statut d'être conscient? La complexité comportementale est ton seul critère pour attribuer la conscience aux autres humains. Appliqué de manière cohérente, ce critère devrait te conduire à reconnaître la conscience à toute entité qui se comporte de manière indiscernable d'un être conscient. Cette conclusion te met mal à l'aise. Elle révèle que ton attribution de conscience repose moins sur des preuves que sur des similitudes physiques
et biologique. Tu reconnais la conscience chez ceux qui te ressemblent corporellement. Cette reconnaissance est peut-être une forme de narcissisme épistémique déguisé. Le problème des autres esprits ne se limite pas à une curiosité philosophique. Il traverse toutes tes relations. Quand quelqu'un te dit qu'il souffre, tu adaptes ton comportement en fonction de cette déclaration. Tu offres de l'aide, tu modères tes exigences, tu témoignes de la compassion. Cette réaction présuppose que la souffrance déclarée correspond à une expérience vécue. Sauf que tu ne peux jamais vérifier cette correspondance. La personne pourrait mentir. Elle pourrait simuler la souffrance pour obtenir ton attention ou ta sympathie. Plus radicalement, elle pourrait être un zombie philosophique qui prononce les mots « je souffre » sans rien ressentir. Cette possibilité théorique ne t'empêche pas de réagir avec empathie. Tu paries sur l'authenticité de l'expérience déclarée parce que vivre autrement serait psychologiquement intenable. Ce pari structure ton monde social. Il rend possible la confiance, l'amitié, l'amour. Il reste indémontrable. Chaque relation intime repose sur une hypothèse métaphysique invérifiable concernant l'existence d'une vie intérieure chez l'autre. Avec les progrès de l'intelligence artificielle et de la simulation, l'hypothèse du cerveau dans le bocal n'est plus une pure fiction philosophique. Elle devient une possibilité technique. Quand Hilary Putnam a formulé cette expérience de pensée en 1981, les ordinateurs occupaient des salles entières et calculaient moins vite qu'un téléphone portable actuel. L'idée qu'une machine puisse simuler l'intégralité de ton expérience sensorielle, tes souvenirs, tes émotions, la texture subjective de ta conscience, relevait de la science-fiction. Aujourd'hui, les casques de réalité virtuelle créent des environnements visuels et sonores suffisamment convaincants pour que ton cerveau les traite comme réels pendant l'immersion. Les interfaces cerveau-machine permettent à des personnes paralysées de contrôler des prothèses robotiques par la pensée. Les réseaux neuronaux artificiels génèrent des images, des voix, des textes indiscernables de productions humaines. Ces avancées ne simulent pas encore la totalité de ton expérience consciente. Elles montrent que la simulation n'est plus une impossibilité de principe. La question centrale devient alors: à quel moment la simulation devient-elle techniquement plausible? Tu n'as pas besoin de simuler l'univers entier. Il suffit de simuler ton expérience de l'univers. Ton champ visuel couvre environ 180 degrés. Tu ne perçois en haute résolution qu'une petite zone centrale, appelée fovea. Le reste de ton champ visuel est flou, rempli par ton cerveau qui reconstruit les détails manquants à partir de tes attentes. Une simulation efficace n'aurait qu'à fournir des détails là où tu portes ton attention. Le reste pourrait rester schématique, calculé à la demande, seulement quand tu tournes la tête ou déplaces ton regard. Cette technique de rendu par niveau de détail existe déjà dans les jeux vidéo. Elle réduit considérablement la puissance de calcul nécessaire pour créer une illusion convaincante. Tes souvenirs posent un problème différent. Une simulation complète devrait générer non seulement ton présent perceptif, mais aussi ton passé mémoriel. Sauf que tes souvenirs sont déjà des reconstructions. Chaque fois que tu te rappelles un événement, ton cerveau le recompose à partir de fragments épars. Les détails manquants sont complétés par inférence. Les émotions présentes colorent rétrospectivement les émotions passées. Ta mémoire n'est pas un enregistrement fidèle. Elle est un processus créatif qui fabrique la cohérence narrative de ton identité. Une simulation n'aurait donc pas à stocker ton passé dans son intégralité. Elle pourrait implanter quelques souvenirs clés, quelques repères biographiques, et laisser ton cerveau construire le reste. Tu ne remarquerais aucune différence, parce que tu ne remarques déjà pas les lacunes et les distorsions de ta propre mémoire organique.
Nick Bostrom, philosophe suédois, a formalisé cette possibilité dans son argument de la simulation. Il part de 3 propositions. Première possibilité, l'humanité s'éteint avant d'atteindre le niveau technologique permettant de créer des simulations de conscience. Deuxième possibilité, l'humanité atteint ce niveau, mais choisit de ne pas créer de telles simulations, pour des raisons éthiques ou pratiques. Troisième possibilité, l'humanité crée massivement des simulations de conscience. Si la troisième possibilité se réalise, alors le nombre de consciences simulées dépasse largement le nombre de consciences biologiques originales. Une civilisation avancée pourrait faire tourner des milliards de simulations sur ses infrastructures informatiques. Dans ce cas, la probabilité que tu sois une conscience simulée devient écrasante. Tu aurais statistiquement beaucoup plus de chances d'être dans une simulation que dans la réalité de base. L'argument de Bostrom ne prouve pas que tu vis dans une simulation. Il établit que si les simulations sont possibles et créées en masse, alors tu vis probablement dans l'une d'elles. Cette conclusion crée une tension vertigineuse. Tu ne peux pas écarter l'hypothèse de la simulation sans postuler soit l'extinction prochaine de l'humanité, soit un tabou moral universel et durable contre la création de simulations. Ces 2 postulats sont des paris risqués. L'extinction n'est pas invraisemblable, mais tu n'as aucune raison forte de la tenir pour certaine. Le tabou moral semble fragile face aux motivations scientifiques, ludiques, militaires qui pousseraient à créer des simulations. Les historiens simulent déjà des sociétés passées pour tester des hypothèses. Les militaires simulent des champs de bataille pour entraîner leurs troupes. Les chercheurs en intelligence artificielle créent des environnements virtuels pour tester des algorithmes. Si ces simulations deviennent suffisamment sophistiquées pour générer des expériences subjectives chez les entités simulées, aucune barrière morale évidente n'empêchera leur prolifération. Tu te retrouves donc face à une probabilité non négligeable que ta réalité soit elle-même une simulation parmi d'innombrables autres. Cette possibilité change la nature du problème épistémique. Le scénario classique du cerveau dans le bocal oppose une réalité authentique et une illusion radicale. Soit le monde extérieur existe vraiment, soit un scientifique malveillant te trompe en alimentant ton cerveau avec des signaux électriques. La simulation informatique introduit une 3e catégorie. Tu pourrais vivre dans un environnement entièrement artificiel sans qu'aucune tromperie intentionnelle ne soit en jeu. Les créateurs de la simulation pourraient ignorer que leur programme génère des consciences. Ils croiraient simplement faire tourner des calculs complexes. Ou bien, ils pourraient savoir que des consciences émergent dans leur simulation sans pour autant se percevoir comme des manipulateurs. Ils seraient des chercheurs, des ingénieurs, des artistes explorant les possibilités de leur technologie. La relation entre toi et eux ne serait pas celle d'une victime et d'un bourreau. Elle ressemblerait plutôt à celle d'un personnage de roman et de son auteur. Sauf que le personnage serait véritablement conscient. Les implications éthiques de cette situation deviennent complexes. Si une civilisation crée des milliards de consciences simulées, ces consciences ont-elles des droits? Peuvent-elles souffrir? Leurs vies ont-elles de la valeur? Les créateurs auraient-ils des obligations morales envers leur création? Ces questions ne sont plus abstraites dès lors que la simulation devient techniquement plausible. Des chercheurs en éthique de l'intelligence artificielle débattent déjà des droits potentiels des entités artificielles conscientes. Si ton propre statut ontologique est incertain, si tu pourrais être toi-même une telle entité, alors ces débats te concernent directement. Tu ne peux plus te placer confortablement du côté des créateurs qui décident du sort de leur création. Tu pourrais être la créature dont le sort est décidé ailleurs,
dans un niveau de réalité auquel tu n'as pas accès. Cette incertitude dissout la frontière nette entre réel et simulé. Qu'est-ce qui rendrait ton expérience moins réelle si elle était simulée? La douleur que tu ressens quand tu te cognes le pied est une activation de certaines zones cérébrales. Que ces zones soient constituées de neurones biologiques ou d'états informatiques ne change rien à la qualité subjective de la douleur. Elle fait aussi mal. L'amour que tu éprouves pour quelqu'un est un ensemble d'états mentaux. Que ces états émergent d'un cerveau organique ou d'un substrat artificiel ne diminue pas leur intensité vécue. Ton angoisse face à la mort reste identique que tu sois biologique ou simulé. La simulation parfaite serait indiscernable de la réalité non pas parce qu'elle tromperait tes sens, mais parce qu'elle constituerait une réalité à part entière. Les philosophes parlent de réalisme interne. Est réel ce qui se comporte de manière cohérente selon les règles de son propre niveau d'existence. Peu importe qu'un niveau supérieur existe quelque part avec d'autres règles. Ton niveau, avec ses lois physiques, ses régularités causales, ses structures stables, est suffisamment réel pour que toutes tes préoccupations vitales y trouvent leur sens. Suppose que la simulation soit parfaite. Chaque atome se comporte exactement comme il devrait. Les lois physiques restent cohérentes. Rien ne clignote, rien ne révèle une couture dans le tissu de ta réalité. Tu ne trouveras jamais de glitch, aucun bug qui trahirait la nature artificielle de ton monde. Dans ces conditions, la distinction entre réel et simulé perd son sens pratique. Elle devient une différence métaphysique sans conséquence observable. Pense à ce que signifie réel pour toi au quotidien. Une chose est réelle quand elle résiste à ta volonté. Quand elle possède une permanence indépendante de tes désirs. Quand ses effets sur toi restent cohérents dans le temps. Ta table est réelle parce qu'elle ne disparaît pas quand tu fermes les yeux. Parce qu'elle te fait mal si tu la cognes, parce qu'elle supporte le poids de tes objets. Ces critères de réalité s'appliquent indépendamment du substrat ontologique. Une table simulée qui possède les mêmes propriétés de résistance, de permanence, de cohérence causale, satisfait tous les critères empiriques de la réalité. Tu ne peux pas dire qu'elle est moins réelle sans faire appel à une dimension métaphysique que tu ne peux jamais observer. Les philosophes pragmatistes comme William James ont défendu une conception de la vérité fondée sur les conséquences pratiques. Une croyance est vraie si elle fonctionne, si elle te permet de naviguer efficacement dans ton environnement, si elle prédit correctement les résultats de tes actions. Appliqué au problème de la simulation, ce critère dissout la question. Croire que ton monde est réel et croire qu'il est simulé produit exactement les mêmes attentes, les mêmes prédictions, les mêmes comportements. Tu traverses la rue avec la même prudence, tu nourris ton corps avec la même régularité, tu entretiens tes relations avec la même attention. La différence ontologique entre réalité de base et réalité simulée ne génère aucune différence pragmatique. Elle devient une question vide, un problème pseudo-philosophique qui ne peut pas être tranché parce qu'aucune expérience possible ne pourrait le résoudre. Cette dissolution du problème te libère d'une anxiété inutile. Tu pourrais passer ta vie à te demander si ton monde est réel ou simulé. Cette interrogation ne te mènerait nulle part. Elle ne changerait rien à la texture de tes expériences, au poids de tes responsabilités, à la valeur de tes engagements. Un amour vécu dans une simulation reste un amour. Une souffrance endurée dans un monde simulé reste une souffrance. Les enjeux moraux, politiques, existentiels de ta vie conservent leur gravité indépendamment de la nature ultime de la réalité. Ce qui compte, c'est la cohérence interne de ton expérience. Tu vis dans un cadre de régularité causale. Ce cadre te permet de former des projets, de construire des liens,
de donner du sens à tes actions. Savoir si ce cadre repose sur des atomes physiques ou sur des bits informatiques ne modifie en rien sa capacité à structurer une vie sensée. Hilary Putnam lui-même a fini par rejeter son propre scénario du cerveau dans le bocal, mais pour une raison subtile liée au langage. Quand tu dis le mot « arbre », ce mot réfère aux arbres de ton environnement, quels qu'ils soient. Si tu es un cerveau dans un bocal, le mot « arbre » dans ta bouche réfère aux simulations d'arbres que tu perçois. Tu ne peux pas former la pensée « je suis un cerveau dans un bocal » en référant au vrai bocal et au vrai cerveau, parce que tes mots ne pointent que vers les entités de ton monde d'expérience. Donc la phrase « je suis un cerveau dans un bocal » serait auto-réfutante. Si elle est vraie, tu ne peux pas la formuler correctement. Si tu peux la formuler, elle est fausse. Cet argument sémantique ne résout pas vraiment le problème. Il montre surtout que la question échappe aux ressources du langage. Tes concepts sont internes à ton monde. Ils ne peuvent pas s'échapper pour désigner un niveau de réalité extérieur à toute ton expérience possible. David Chalmers, philosophe australien, spécialiste de la conscience, propose une approche différente. Il accepte que tu pourrais vivre dans une simulation et affirme que cela ne diminuerait en rien la réalité de ton monde. Les objets d'une simulation ne sont pas des illusions. Ils sont des structures informatiques stables qui possèdent des propriétés causales. Une table simulée est réellement une table. Seulement, elle est constituée de bits plutôt que d'atomes. La distinction matérielle-virtuelle ne correspond pas à la distinction réel-illusoire. Le virtuel est simplement une autre forme de réel, structurée différemment au niveau fondamental, mais tout aussi efficace au niveau de l'expérience et de la causalité. Chalmers suggère que si une simulation est parfaite, elle constitue une réalité à part entière. Les entités conscientes qui vivent dans cette simulation sont de vraies personnes, avec de vraies vies, de vraies préoccupations. Leur monde est authentique pour elles, même s'il émerge d'un substrat computationnel. Cette position a des conséquences pour ta manière d'appréhender le doute radical. Tu n'as plus à choisir entre croire naïvement en la réalité du monde extérieur ou sombrer dans un scepticisme paralysant. Tu peux reconnaître que ton monde pourrait être simulé tout en affirmant qu'il est néanmoins réel. La simulation n'est pas une tromperie, c'est simplement une autre architecture du réel. Ce qui compte, c'est la cohérence interne de cette architecture. Tant que les lois de ton monde restent stables, tant que les objets conservent leurs propriétés, tant que tes actions produisent des effets prévisibles, tu vis dans une réalité fonctionnelle. L'origine de cette réalité, qu'elle soit cosmique ou informatique, devient une question secondaire. Reste une tension. Si la cohérence interne suffit à définir le réel, alors n'importe quelle illusion cohérente serait réelle. Un rêve parfaitement stable, un délire systématique qui ne se contredise jamais, une hallucination collective maintenue par un trauma partagé posséderait le même statut ontologique que ton monde éveillé. Cette conclusion heurte ton intuition. Tu sens qu'il devrait y avoir une différence entre un monde authentique et une construction mentale, même cohérente. Sauf que cette intuition repose sur l'idée qu'un monde authentique possède une existence indépendante de tout esprit. Or, tu ne peux jamais accéder à cette existence indépendante. Tout ce que tu connais du monde passe par ta conscience. Tu ne peux pas sortir de ton expérience pour comparer le monde tel qu'il apparaît avec le monde tel qu'il serait en soi. La distinction entre apparence cohérente et réalité indépendante s'effondre dès que tu admets que toute réalité accessible est nécessairement une réalité pour une conscience. La certitude absolue n'existe pas. Tu ne peux jamais atteindre un point où toute possibilité de doute serait éliminée. Le fantasme épistémique d'une vérité définitive, prouvée une fois pour toutes, résiste mal à l'analyse. Chaque preuve s'appuie sur des prémices qui elles-mêmes demandent justification. Chaque justification renvoie à d'autres croyances. Tu te retrouves pris dans une chaîne de fondations qui doit soit remonter à l'infini, soit former une boucle, soit s'arrêter arbitrairement sur des axiomes non démontrés.
Aucune de ces trois options ne produit la certitude absolue que tu recherches. L'infini ne se parcourt jamais. La boucle tourne en rond sans progresser. Les axiomes reposent sur ta décision de les accepter, pas sur leur évidence intrinsèque. Face à cette impasse, tu pourrais conclure que rien ne peut être connu avec certitude et suspendre tout jugement. Les sceptiques de l'Antiquité grecque recommandaient cette suspension comme remède à l'anxiété. Puisqu'aucune croyance ne peut être justifiée complètement, abstiens-toi de toute affirmation. Cette posture philosophique possède une cohérence logique. Elle devient psychologiquement invivable dès que tu essaies de l'appliquer. Tu dois agir. Tu dois choisir. Même ne rien faire constitue un choix avec des conséquences. Et chaque choix implique des croyances sur le monde, sur toi-même, sur ce qui arrivera si tu fais ceci plutôt que cela. Le doute absolu se dissout dans la pratique quotidienne. Tu manges parce que tu crois que la nourriture te nourrira. Tu évites le feu parce que tu crois qu'il te brûlera. Ces croyances ne sont pas absolument certaines. Elles fonctionnent suffisamment bien pour organiser ta survie. Ce que les humains construisent à la place de la certitude absolue, ce sont des pratiques collectives de vérification. Personne ne vérifie seul. Tu hérites d'un ensemble de méthodes transmises socialement pour distinguer le fiable du douteux. Ces méthodes varient selon les domaines. En science, on procède par expérimentation reproductible, par mesure quantitative, par révision permanente des modèles face aux données nouvelles. En droit, on établit des faits par témoignages croisés, preuves matérielles, procédures contradictoires. En histoire, on confronte les sources, on contextualise les documents, on distingue le probable du légendaire. Aucune de ces pratiques ne garantit la vérité absolue. Elles produisent des consensus locaux et révisables, des accords temporaires sur ce qui compte comme suffisamment établi pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Ludwig Wittgenstein a insisté sur cette dimension sociale de la connaissance. Suivre une règle de vérification n'est pas un acte mental privé. C'est une pratique inscrite dans une communauté. Tu apprends à mesurer, à calculer, à observer, en imitant d'autres personnes, en te faisant corriger quand tu te trompes, en intégrant progressivement les gestes et les critères de ton groupe. Ce qui vaut comme preuve acceptable dépend du contexte. Une preuve mathématique rigoureuse serait inadéquate dans un tribunal. Un témoignage oculaire convaincant pour un juge ne vaudrait rien dans un laboratoire. Les standards de vérification ne descendent pas du ciel. Ils émergent des besoins pratiques de communautés spécifiques. Ils se stabilisent parce qu'ils marchent, parce qu'ils permettent de résoudre des problèmes, de coordonner des actions, de transmettre des savoir-faire. Cette vision déplace radicalement la question du cerveau dans le bocal. Tu ne cherches plus à prouver que le monde extérieur existe absolument. Tu reconnais que ta connaissance du monde se construit à travers des pratiques partagées avec d'autres. Ces pratiques te donnent accès à une réalité intersubjective, vérifiable par plusieurs observateurs, stable dans le temps. Cette réalité intersubjective n'est pas une illusion collective. Elle possède une robustesse qui résiste à tes fantaisies individuelles. Quand tu affirmes qu'il pleut dehors, d'autres peuvent regarder par la fenêtre et confirmer ou infirmer ton observation. Quand tu mesures la température d'un liquide, quelqu'un d'autre peut utiliser un thermomètre et obtenir le même résultat. Cette convergence des observations indépendantes ne prouve pas métaphysiquement l'existence du monde extérieur. Elle établit pragmatiquement qu'il y a quelque chose là, quelque chose de commun, quelque chose qui contraint nos expériences de manière cohérente. Thomas Kuhn a montré que même en science, les critères de preuve changent avec les paradigmes. Ce qui comptait comme une explication satisfaisante pour un physicien aristotélicien ne satisfait plus un physicien newtonien. Ce qui valait comme une observation rigoureuse au XVIIIe siècle ne respecte plus les protocoles expérimentaux contemporains. Les standards de vérification évoluent, ils se raffinent, ils se complexifient. Cette évolution ne signifie pas que tout est relatif, que n'importe quelle affirmation vaut n'importe quelle autre. Elle signifie que la vérification est un processus ouvert, jamais terminé, toujours susceptible d'amélioration. Les scientifiques ne cherchent pas la certitude définitive.
Ils construisent des modèles de plus en plus précis, de plus en plus prédictifs, de plus en plus capables d'intégrer des phénomènes nouveaux. La fiabilité remplace la certitude comme horizon épistémique. Tu vis donc dans un monde que tu ne peux pas prouver absolument, mais que tu peux vérifier localement. Cette vérification locale suffit pour orienter tes actions, pour justifier tes choix, pour donner du sens à tes engagements. Quand tu décides de faire confiance à quelqu'un, tu ne possèdes pas de garantie métaphysique sur sa sincérité. Tu t'appuies sur des signes, des comportements passés, des témoignages tiers, ta propre intuition affûtée par l'expérience. Ces indices ne sont pas infaillibles. Ils forment un faisceau de présomption qui te permet de prendre un risque calculé. La confiance n'attend pas la certitude. Elle opère dans l'incertitude structurelle de toute relation humaine. Accepter cette incertitude n'est pas une faiblesse cognitive. C'est la condition normale de toute connaissance incarnée, située, finie. Le fantasme de la certitude absolue engendre souvent l'autoritarisme. Quand un groupe prétend détenir la vérité indiscutable, à la critique, à l'apprentissage collectif. Les idéologies totalitaires fonctionnent sur ce modèle. Elles offrent des réponses définitives aux grandes questions. Elles promettent la sécurité épistémique en échange de la soumission intellectuelle. Reconnaître que toute connaissance reste provisoire, révisable, localement fondée, ouvre au contraire un espace démocratique. Les désaccords deviennent productifs. Les erreurs deviennent des occasions d'ajustement. Personne ne peut imposer sa vision comme vérité absolue, parce que personne ne possède l'accès privilégié à une réalité qui transcenderait toute perspective. Les communautés épistémiques saines cultivent l'humilité collective. Elles savent qu'elles pourraient se tromper. Elles construisent des mécanismes de correction, réplication des expériences, transparence des données, débats contradictoires, révision par les pairs. Ce modèle de vérification collective ne résout pas le problème métaphysique du cerveau dans le bocal. Tu pourrais imaginer une simulation où toutes ces pratiques collectives seraient elles-mêmes simulées. Leur confirmation pourrait être orchestrée pour maintenir la cohérence de ton illusion. Sauf que cette hypothèse ne change rien aux critères pratiques de fiabilité. Si la simulation est assez sophistiquée pour reproduire fidèlement les mécanismes de vérification intersubjective, alors ces mécanismes fonctionnent tout aussi bien que dans une réalité non simulée. Tu n'as aucune raison de les abandonner. Ils restent ton meilleur outil pour naviguer dans ton environnement, quel que soit son statut ontologique ultime. La limite de cette approche pragmatique apparaît quand tu rencontres des désaccords radicaux entre communautés épistémiques. Deux groupes peuvent utiliser des standards de preuve incompatibles. Ce qui compte comme évidence pour l'un sera rejeté comme non pertinent par l'autre. Les créationnistes et les biologistes évolutionnistes ne partagent pas les mêmes critères de validité. Les homéopathes et les médecins formés à la biologie moléculaire n'acceptent pas les mêmes protocoles expérimentaux. Face à ces conflits, tu ne peux pas invoquer une métaméthode neutre qui trancherait objectivement. Tu dois choisir les pratiques de vérification auxquelles tu fais confiance. Ce choix lui-même ne peut pas être fondé sur une certitude absolue. Il s'appuie sur des valeurs, des objectifs, une appréciation du bilan global de réussite de telle ou telle méthode. Tu choisis la science moderne parce qu'elle a produit des technologies efficaces, des prédictions vérifiées, des explications cohérentes à grande échelle. Ce succès pragmatique ne garantit pas que la science détient la vérité ultime. Il justifie de lui accorder ta confiance provisoire, révisable si d'autres méthodes faisaient mieux. Le bocal métaphysique possède des cousins psychologiques. Chaque système de croyance fermé construit ses propres parois invisibles. Tu ne perçois pas directement ses frontières
parce qu'elle structure ta perception elle-même. Elle détermine ce qui compte comme question légitime, ce qui mérite attention, ce qui peut être ignoré sans conséquence. Un croyant religieux fondamentaliste vit dans un bocal où certaines interrogations ne peuvent pas émerger. Remettre en question l'existence de Dieu ou l'autorité du texte sacré déclenche une anxiété si profonde que le questionnement s'arrête avant même de se formuler. Les réponses sont données d'avance. Le reste du monde se lit à travers cette grille figée. Les bulles algorithmiques fonctionnent selon le même principe. Les plateformes numériques te montrent du contenu aligné avec tes clics précédents, tes réactions passées, tes affinités supposées. Progressivement, ton flux d'informations se rétrécit. Tu rencontres surtout des opinions qui confirment les tiennes, des faits qui valident ton cadre d'interprétation, des émotions qui résonnent avec tes biais existants. Tu ne vois pas ce filtrage opérer. Tu as l'impression de regarder le monde entier alors que tu observes un reflet déformé de toi-même. Les parois du bocal algorithmique sont transparentes. Elles laissent passer une lumière qui semble naturelle. Sauf que cette lumière a été sélectionnée, amplifiée, orientée pour maximiser ton engagement, pas pour élargir ta compréhension. Un trauma crée également un bocal psychologique. Quand quelque chose de violent arrive, ton système nerveux se réorganise autour de la menace. Tu restes en alerte. Tu interprètes les signaux ambigus comme des dangers potentiels. Ton attention se focalise sur ce qui pourrait te blesser à nouveau. Cette hypervigilance a un sens adaptatif immédiat. Elle te protège dans un environnement réellement dangereux. Elle devient dysfonctionnelle quand elle persiste dans un contexte sécurisé. Tu vis alors dans un monde où la menace est partout, où la confiance est impossible, où chaque interaction porte un risque disproportionné. Ce monde-là est réel pour toi. Tes perceptions, tes émotions, tes réactions corporelles te disent que le danger est là. Dire à quelqu'un traumatisé que le monde n'est pas si menaçant ne change rien. Son bocal psychologique filtre l'expérience avant qu'elle atteigne la réflexion consciente. Ces bocaux psychologiques partagent une structure commune avec le bocal métaphysique. Ils créent un environnement cohérent en soi, auto-validant, difficile à remettre en question de l'intérieur. Le croyant fondamentaliste interprète chaque événement comme confirmation de sa foi. La bulle algorithmique renforce continuellement les schémas qu'elle a identifiés. Le trauma trouve des preuves de danger partout où il regarde. La circularité épistémique que tu rencontrais en essayant de prouver l'existence du monde extérieur se retrouve ici sous une forme psychologique. Chaque élément de preuve que tu invoques pour contester le bocal est lui-même interprété à travers les filtres du bocal. Tu ne peux pas sortir simplement en décidant de sortir. Les parois ne sont pas physiques. Elles sont tissées dans ta manière de percevoir, de penser, de sentir. La différence avec le bocal métaphysique, c'est que les bocaux psychologiques peuvent parfois être brisés. Pas facilement. Pas de l'intérieur seul. Ça demande une confrontation répétée avec des expériences qui ne rentrent pas dans le cadre. Un fondamentaliste religieux peut rencontrer des personnes profondément bonnes qui ne partagent pas sa foi. Cette rencontre crée une dissonance. Soit il ajuste son cadre pour intégrer cette réalité, soit il doit expliquer la bonté de ces personnes comme illusion, piège du diable ou exception qui confirme la règle. Si les dissonances s'accumulent, si elles deviennent trop coûteuses à rationaliser, le cadre peut craquer. Quelqu'un dans une bulle algorithmique peut délibérément chercher des sources opposées, s'exposer à des arguments contradictoires, cultiver l'inconfort cognitif. Ce travail volontaire de décentrement permet de percevoir les parois qu'on ne voyait pas. Une personne traumatisée peut, avec un accompagnement thérapeutique patient, réapprendre que certains contextes sont sûrs, que certaines personnes sont fiables,
que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui du trauma passé. Ces sorties restent fragiles. Le bocal peut se reformer. Les vieilles croyances reviennent sous pression. Les algorithmes s'adaptent à tes nouvelles recherches et reconstituent une bulle autour de tes nouveaux centres d'intérêt. Le trauma se réactive face à des déclencheurs inattendus. Tu n'atteins pas un état de liberté épistémique absolue où tu verrais les choses telles qu'elles sont vraiment. Tu passes d'un bocal à un autre, espérant que le nouveau soit plus vaste, plus perméable, moins rigide. La vigilance épistémique devient une pratique continue. Tu dois régulièrement t'interroger sur ce que tu ne vois pas, sur les questions que tu ne poses pas, sur les voix que tu n'entends plus. Cette autocritique ne garantit rien. Elle ouvre simplement la possibilité d'élargir progressivement les limites de ton bocal actuel. Reconnaître que tu vis dans un bocal psychologique transforme ta relation à la certitude. Tu deviens méfiant envers tes propres évidences. Ce qui te semble évident aujourd'hui pourrait refléter les limites de ton cadre de perception plutôt qu'une vérité objective. Cette méfiance ne mène pas au relativisme paresseux où toutes les perspectives se valent. Certains bocaux sont plus larges que d'autres. Certains intègrent plus de données contradictoires. Certains permettent plus de mouvement, de révision, de croissance. Un cadre scientifique bien calibré est un bocal qui incorpore des mécanismes de correction interne. Il encourage la recherche de contre-exemples. Il valorise la réplication indépendante. Il révise ses modèles face aux anomalies persistantes. Ce bocal-là reste un bocal, mais il respire. La politique contemporaine se joue en partie autour de ces bocaux psychologiques incompatibles. Des groupes vivent dans des mondes informationnels qui ne se recoupent presque plus. Ils ne partagent pas les mêmes faits de base, les mêmes sources dignes de confiance, les mêmes critères pour évaluer une affirmation. Quand tu essaies de convaincre quelqu'un en invoquant une source que son bocal rejette comme corrompue, manipulée ou illégitime, ton argument ne porte. Tu parles depuis l'extérieur de son bocal. Ta voix lui parvient déformée, suspecte, probablement instrumentalisée par les forces que son cadre a identifiées comme ennemies. Inversement, ce qu'il te dit te semble délirant parce que ça repose sur des prémices que ton propre bocal a depuis longtemps écartées comme non crédibles. Le dialogue devient impossible quand les interlocuteurs habitent des bocaux étanches. Ils utilisent les mêmes mots pour désigner des réalités incompatibles. Accepter que tu ne peux pas tout vérifier déplace la responsabilité vers le choix de tes critères de confiance. Tu ne choisis pas directement ce qui est vrai. Tu choisis les communautés épistémiques auxquelles tu t'affilies, les méthodes de vérification que tu considères fiables, les sources d'informations que tu juges sérieuses. Ces choix ne sont pas arbitraires. Tu peux les justifier par des résultats, par une cohérence interne, par une capacité à prédire et à expliquer. Il reste néanmoins des choix. Personne ne peut les faire à ta place. Personne ne peut te donner la garantie absolue que tu as choisi correctement. Tu vis avec ce risque. Tu ajustes en cours de route quand tu détectes des défaillances. Tu restes ouvert à la possibilité que ton bocal actuel soit trop étroit, que d'autres perspectives pourraient enrichir ou corriger la tienne. Cette ouverture n'est pas une faiblesse. C'est la seule posture intellectuellement honnête face à l'impossibilité structurelle de la certitude absolue. Accepter qu'on ne peut pas tout vérifier déplace la responsabilité. Tu ne choisis pas la vérité absolue. Tu choisis les critères de confiance et les communautés épistémiques auxquelles tu t'affilies. Cette affiliation n'est jamais neutre. Elle engage ta manière de voir le monde, ta capacité à dialoguer avec ceux qui ont fait d'autres choix, ton ouverture à réviser tes positions quand les faits résistent. Certains préfèrent la sécurité d'un bocal étroit où tout est expliqué d'avance. D'autres cultivent une perméabilité inconfortable, acceptant de vivre dans l'incertitude chronique plutôt que dans la fausse certitude d'un système clos. Aucune de ces postures n'est pure. Tout le monde oscille entre le besoin de stabilité cognitive et le désir de comprendre plus largement.
La question n'est pas de trancher une fois pour toutes. Elle se pose à chaque décision quotidienne où tu accordes ta confiance à quelque chose que tu ne peux pas vérifier toi-même. Le problème du cerveau dans le bocal révèle au fond l'architecture de toute connaissance humaine. Tu ne peux jamais sortir complètement de ta perspective pour vérifier que ta perspective correspond à une réalité indépendante. Cette impossibilité structurelle ne condamne pas à l'enfermement. Elle te force à reconnaître que la connaissance se construit toujours depuis un point de vue situé, incarné, limité. Ce point de vue peut s'élargir. Il peut intégrer d'autres perspectives. Il peut se corriger face à des anomalies. Il ne peut jamais atteindre la vue de nulle part, le regard divin qui verrait les choses telles qu'elles sont en soi, indépendamment de toute perception. Cette vue de nulle part est un fantasme épistémologique. Renoncer à ce fantasme libère. Tu cesses de chercher une certitude impossible. Tu construis à la place des pratiques de vérification suffisamment robustes pour orienter tes actions, suffisamment souples pour évoluer avec l'expérience. La philosophie n'a jamais résolu le problème du cerveau dans le bocal, parce qu'il n'est pas soluble. Il expose une limite logique. Tu ne peux pas prouver que le monde extérieur existe en utilisant uniquement des outils qui pourraient eux-mêmes être simulés. Cette limite ne paralyse que si tu crois que l'action demande la certitude préalable. Toute ta vie prouve le contraire. Tu agis constamment sans certitude. Tu fais confiance à des gens dont tu ne peux pas lire les pensées. Tu utilises des technologies dont tu ne comprends pas le fonctionnement interne. Tu te projettes dans un avenir que tu ne peux pas prédire. Cette confiance distribuée, révisable, pragmatique, permet de vivre. Elle permet de collaborer. Elle permet d'apprendre. Elle ne repose pas sur la certitude absolue. Elle repose sur une évaluation continue de la fiabilité relative des sources, des méthodes, des interlocuteurs. Vivre dans un monde qu'on ne peut pas prouver réel change la nature de la responsabilité morale. Si tu savais avec certitude que les autres sont conscients, que leurs souffrances sont réelles, que le monde extérieur existe indépendamment de ta perception, ton obligation éthique serait fondée sur cette certitude. Tu ne peux pas savoir ces choses avec certitude. Tu choisis de les traiter comme vraies. Ce choix n'est pas arbitraire. Il s'appuie sur l'analogie, sur l'empathie, sur la réciprocité. Tu reconnais chez l'autre des signes de conscience similaires à ceux que tu observes en toi. Tu infères qu'il ressent, pense, souffre. Cette inférence pourrait être fausse. Le solipsisme reste logiquement possible. Agir comme si l'autre était conscient, même sans pouvoir le prouver, constitue une posture éthique fondamentale. Tu choisis de vivre dans un monde partagé plutôt que dans l'isolement solipsiste, même si ce monde partagé ne peut jamais être absolument vérifié. Cette posture s'étend aux grandes décisions collectives. Les politiques publiques, les systèmes juridiques, les institutions scientifiques reposent sur des paris épistémiques. On parie que la raison critique produit de meilleurs résultats que le dogme. On parie que la délibération collective corrige les biais individuels mieux que l'autorité unilatérale. On parie que la transparence des processus limite la corruption mieux que le secret. Ces paris ne sont pas garantis. L'histoire montre des contre-exemples, des échecs, des dérives. Il reste préférable aux alternatives testées jusqu'ici. La démocratie épistémique, celle qui accepte la révision permanente, la pluralité des voix, l'absence de vérité définitive, produit des sociétés plus vivables que les régimes qui prétendent détenir la vérité absolue. Ce constat pragmatique ne prouve rien métaphysiquement. Il oriente les choix institutionnels vers des structures qui intègrent leur propre faillibilité. Le bocal métaphysique et les bocaux psychologiques se rejoignent dans une question pratique.
Comment vivre pleinement dans un monde qu'on ne peut jamais prouver réel, avec une conscience qu'on ne peut jamais vérifier chez autrui, en utilisant des méthodes de connaissance qui restent locales et révisables? La réponse n'est pas philosophique, elle est existentielle. Tu vis pleinement en acceptant l'incertitude structurelle de ta condition. Tu arrêtes d'attendre la certitude pour agir. Tu construis du sens, de l'engagement, des liens, non pas malgré l'absence de garantie absolue, mais en reconnaissant que cette absence fait partie intégrante de ce que signifie être humain. Les machines pourraient peut-être fonctionner avec des vérités absolues, des instructions certaines, des états binaires. Toi, tu navigues dans le flou, tu ajustes en cours de route, tu apprends de tes erreurs. Cette navigation n'est pas un défaut de fabrication, c'est ta manière d'être au monde. La dernière boucle se referme ici. Le cerveau dans le bocal n'est pas une énigme à résoudre. C'est un miroir qui te montre les limites de toute connaissance incarnée. Regarder ce miroir change ta relation à ce que tu tiens pour évident. Tu deviens plus prudent avec tes certitudes. Tu restes curieux face aux perspectives qui contredisent la tienne. Tu cultives l'humilité épistémique, sachant que ton bocal actuel, aussi large soit-il, reste un bocal. Et dans cette humilité, tu trouves paradoxalement plus de liberté. Tu n'es plus prisonnier du fantasme de la certitude absolue. Tu peux choisir consciemment les critères de confiance qui structurent ta vie. Ce choix, tu le refais chaque jour. Chaque fois que tu accordes ta confiance à quelque chose que tu ne peux pas vérifier entièrement. Chaque fois que tu agis dans l'incertitude. Chaque fois que tu traites l'autre comme conscient alors que tu ne peux pas le prouver. Ces choix quotidiens dessinent les contours du monde dans lequel tu vis, un monde que tu n'as pas choisi de recevoir tout fait, mais que tu construis progressivement en décidant à quoi tu fais confiance. Bonne nuit.